5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Un obstacle au développement pour certains, une menace pour la paix pour d'autres. La cybercriminalité qui connaît une croissance exponentielle sur le continent africain comme partout ailleurs, arnaque la population, fait fuir les investisseurs, attaque les sites internet dits sensibles. Le Bénin n'est pas du reste. Ici, on les appelle les gaimen. Ce n'est pas un délit de faciès, mais bon nombre d'entre eux sont facilement reconnaissables dans la rue. Un fléau qui touche toute une génération. Malgré les diverses formes de sensibilisation et les mesures pour limiter le phénomène, la cybercriminalité prend des proportions inquiétantes et l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, prend la mesure de la situation. Sale temps pour les cybercriminels au Bénin, ils sont traqués, leur réseau démantelé, ça semble du déjà vu. Alors, la solution pour mettre définitivement fin à cette pratique, le sujet est au cœur du forum de discussion. Et pour en parler ce matin, Maurice Tantan est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue Maurice. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes journaliste donc au service web de la télévision nationale, sinon de l'ORTB pour faire court. Merci donc d'être avec nous ce matin pour évoquer cette actualité qui touche justement le web. Effectivement, parce que je suis content d'être là. Et on va tordre un peu le cou au conducteur justement. Habituellement, c'est d'abord le débat, puis les avis des internautes après. Mais aujourd'hui, priorité aux internautes. On va pouvoir évidemment relayer leurs différents avis parce qu'ils ont sans doute été très nombreux à réagir sur le sujet. Oui, comme je vous l'ai dit, dans les coulisses, il y a eu énormément de réactions sur la question du jour. Je ne sais pas si c'est à cause du sujet, justement, sans doute, à cause de ça. On a rarement eu autant de commentaires sur une question du jour depuis 7 ans que j'officie sur cette matinale. Et donc, c'est quand même assez surprenant, mais aussi, ça montre l'ampleur, l'intérêt qu'il y a pour le sujet. C'est pour dire aussi que c'est un phénomène de société qui touche toutes les couches de notre société. Et dans les réactions qu'on a sur la toile, il y a un élément qui revient tout le temps. C'est la question du chômage. Et j'ai tendance à croire que les personnes qui ont commenté justifient cette pratique-là par le fait qu'il y a des jeunes qui sont au chômage. Et puis, il y en a aussi qui ont proposé des solutions à la fois aux agents de la police, à l'OCRC, mais aussi au gouvernement de façon générale pour lutter contre ce qu'il faut qualifier évidemment de fléau. On va prendre une partie des commentaires après, si vous souhaitez, bien sûr, après, parce que, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de commentaires. Donc, pour commencer, il y a Abdourahmane Chaminou qui nous écrit que la cybercriminalité n'est que le fruit de la misère et du chômage galopant dans notre pays. Elle est aussi la conséquence de la facilité voulue par la jeune génération. Et pour en venir définitivement à bout de ce fléau, revient donc à remédier aux causes. Il faut réduire le taux de chômage au pays, assister les pauvres familles financièrement, mettre en place des cellules de lutte contre la cybercriminalité dans les gendarmeries sont des solutions qu'on pourrait mettre en exécution, conclut Abdourahmane Chaminou, qui a commenté la question du jour sur Facebook. Arcadius Avadi nous écrit que pour lutter efficacement et véritablement contre la cybercriminalité au Bénin, les structures compétentes en la matière doivent revoir la politique d'enquête qui se base sur une dénonciation, puisque ceci pourrait constituer un règlement de compte entre les citoyens. Il faudra, selon lui, utiliser des nouvelles technologies comme les radars pour pouvoir atteindre les vrais coupables, écrit cet internaute. Jospin Cazotti, sur Facebook, toujours nous écrit: pour venir définitivement à bout de la cybercriminalité au Bénin, il faut une prise de conscience de la part de ceux qui s'adonnent à la pratique. C'est la base de tout, car la génération actuelle a des ambitions démesurées. Les acteurs qui répriment ce fléau doivent également étendre l'espace de répression en interpellant aussi les co-auteurs et complices tels que charlatans, promoteurs des lieux de retrait des sous issus de ces pratiques et autres intermédiaires. Sur Twitter, 2 commentaires déjà
Atin Ikou Eric nous écrit « Il sera difficile d'en finir définitivement. En tout cas, pas de sitôt. Il faut multiplier alors la sensibilisation sur le fléau et ensuite durcir l'application des lois qui le répriment. Toutefois, il faut impérativement créer de l'emploi aux jeunes diplômés à travers le sport, l'artisanat et d'autres secteurs. » Hippolyte, sur Twitter, dit « Ce phénomène est loin de voir sa fin. Pour envisager une probable fin à la cybercriminalité au Bénin, il faut réellement rééduquer la jeunesse sur les méfaits de ce fléau. Il faut résoudre l'équation du chômage et du sous-emploi dans notre pays, car la prison n'est pas la solution selon lui. » Donc voilà, elle montre déjà une première vue d'ensemble des commentaires qu'on a eu ce matin, peut-être dans la suite du débat. On reviendra sur d'autres commentaires il y en a beaucoup, comme je l'ai dit depuis hier. Alors, on a vu que plusieurs internautes sont revenus sur la question du chômage, le chômage qui constituerait, on va dire, un ferment fécond donc à la cybercriminalité. Est-ce qu'on pourrait penser ainsi? Est-ce que c'est une réflexion évidente qu'il faut mener? Je pense que quand on est en face d'un phénomène social comme la cybercriminalité est devenue, les tentatives de compréhension doivent nous mener sur toutes les pistes. Et pour ce que j'observe, quand vous regardez autour de nous, parce que puisque partout, on a ces personnes-là qui s'adonnent à cette pratique répréhensible qu'est la cybercriminalité. Est-ce que ce que je regarde, ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui s'adonnent à ça, ce n'est pas des gens qui sont salariés, qui travaillent, qui gagnent de l'argent normalement, même si on peut en trouver. Mais la plupart, c'est des jeunes qui ont décroché, qui n'ont pas poursuivi les études ou bien qui ne sont pas en train d'apprendre un métier et qui ont vu d'autres personnes réussir, disons, entre griffes par ce biais-là et qui se lancent dedans. La plupart du temps, c'est des personnes jeunes qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas employés. Et donc, le chômage, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un terreau fertile pour la cybercriminalité. Ça, c'est un fait. Après, il y a d'autres paramètres. Il y a d'autres paramètres comme la part du gain facile. Et on le voit seulement, il y a la cybercriminalité qui absorbe une partie des personnes qui veulent le gain facile, qui cherchent le gain facile. Donc, il y a ça. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres explications. D'accord. Allez, on a été rejoint par Servan Aouyon, il est le responsable bureau de l'agence Ecofin. Bonjour Servan. Bonjour Herman, bonjour Maurice. Merci donc d'avoir répondu une fois encore à notre invitation et on sera rejoint tout à l'heure par Noah Badounou. Il est ingénieur en système d'information avec lui, donc on va également évoquer ce sujet-là. Servan Aouyon, de plus en plus aujourd'hui, on a suivi dans l'actualité ces derniers jours la traque aux cybercriminels. On s'imagine bien, ce n'est pas pour la première fois que l'État ou les services de répression mettent en œuvre ce genre d'initiatives pour traquer ces cybercriminels-là. On a eu d'autres opérations par le passé. On a par exemple parlé d'opérations d'Akwata pour lutter contre les délinquants et assimilés. Et donc clairement, on sent que la solution tous en prison, en tout cas pour ce qui concerne #Gaïman, ça ne marche pas du tout. Bon, est-ce qu'on va dire que ça ne marche pas du tout? De toute façon, en général, la prison seule n'est pas une solution face à la criminalité. Il faut toujours un programme de réinsertion sociale. Et c'est peut-être là que le bas blesse, peut-être là qu'on doit un peu progresser dans la lutte contre la cybercriminalité. Mais déjà, globalement, depuis le lancement de l'opération d'arrestation des cybercriminels, je vois beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, notamment de personnes qui, je vais dire, en griffe, défendent ces pratiques. Et c'est là que j'ai envie de rappeler un peu certains chiffres. Globalement, sur ce qui est établi, on parle de chiffres de ce qu'on a pu tracer. En 2017, l'Afrique perdait environ 3,5 milliards de dollars à cause de la cybercriminalité. En 2021, le chiffre est passé à 4,7 ou 4,8 milliards de dollars. Donc il faut comprendre que
la cybercriminalité en général, je ne parle pas seulement des Gaïmans et tout, la cybercriminalité en général fait perdre de l'argent à des pays. Et ça se voit de manière très simple. Il faut, par exemple, observer les remittances, les fonds envoyés de l'extérieur vers le Bénin. Ceux qui envoient de l'argent à leur famille vous diront régulièrement que lorsque la somme dépasse un certain montant, le contrôle est beaucoup plus accru, quel que soit le service par lequel vous passez. Ça peut ralentir l'envoi de la somme, alors qu'il y a des gens qui en ont besoin pour des choses importantes au pays. Ce genre de contrôle accru, ce sont les zones rouges de la cybercriminalité qui en font l'objet. C'est-à-dire, il y a certains pays vers lesquels vous envoyez de l'argent où il n'y aura pas autant de contrôle. Il faut que les gens comprennent que la cybercriminalité détruit l'image du Bénin, mais nous pose de réels obstacles économiques dans le quotidien. Vous ne pouvez pas faire certains transferts vers certains pays, recevoir de l'argent depuis certains pays sans qu'il y ait un contrôle supplémentaire, un temps d'envoi un peu plus long. Et ça, tous les jours, ça perturbe l'activité des opérateurs économiques. Ce sont des choses que les gens doivent prendre en compte. Donc, effectivement, la solution prison n'est pas la seule solution, parce qu'il ne faut pas oublier, tout ça part d'un problème au niveau de l'emploi. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand la loi est violée, l'État a le devoir d'appliquer les sanctions. Alors, la loi n'est qu'un instrument d'action. Maurice Tantan, on est d'accord. Et Servan vient d'évoquer des chiffres qui mettent en lumière les dégâts qu'occasionnent au quotidien les cybercriminels qui, il faut se le dire tout de suite, ne sont pas prêts d'arrêter. Pour eux, ceux qui se font prendre, c'est leur problème. Tant que ce n'est pas leur tour, il faut continuer par faire tourner la machine. Et c'est ça le plus inquiétant. Moi, je lis les commentaires, je vous ai parlé, j'ai passé toute la nuit à lire des commentaires. C'est incroyable ce qu'on peut la logique. Légitimer. Oui, les gens ont tendance à légitimer ce fait-là. Les gens qui critiquent le gouvernement disent pourquoi on arrête ces personnes, parce qu'ils apportent de la devise. Ils apportent de la devise, ils nourrissent. Ils font tourner l'économie. Voilà, derrière eux, c'est peut-être toute une famille. Ils nourrissent des familles et tout. Donc, en fait, il y a un argumentaire qui est renforcé et solidifié autour d'un crime. Et c'est ça qui est scandaleux et il faut pouvoir le dire. C'est vrai, malgré les difficultés qu'on a, et notre État, nos gouvernements savent qu'il y a un enjeu pour trouver ou bien offrir des opportunités d'emploi aux Béninois de façon générale. Mais pour autant, cela ne peut pas justifier qu'on utilise des voies non recommandées ou interdites pour gagner de l'argent, pour s'enrichir. Et ça, c'est ce qu'il faut dire. Après, franchement, comme Servan l'a dit, et comme certains l'ont dit dans les commentaires, il faut associer la prison aux opportunités. La plupart du temps, les gamins, ils vont en prison et ils ressortent et ils reprennent. Parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. C'est ça aussi. Et puisque vous avez dit, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de traque, de razzia. Et malheureusement, quand ils vont, ils apprennent d'autres choses, ils se radicalisent même, ils reviennent et recommencent. Et donc, il faut d'une part, disons, sensibiliser, éduquer, mais aussi progresser dans la façon de lutter contre la chose. Quand on tape sur les gens, on les envoie en prison 5 mois, 6 mois ou peut-être plus, et qu'ils ressortent et qu'ils n'ont pas d'autres alternatives, ils vont continuer, soit en tant que cybercriminels, soit d'autres à continuer à commettre d'autres délits, voire même d'autres crimes. Voilà, donc c'est un problème à voir dans sa globalité pour pouvoir apporter la réponse la plus appropriée. Après, il y a aussi une chose, et c'est pour ça que je disais que c'est un phénomène social qu'il faut interroger d'autres aspects, au-delà du contexte des éléments économiques et financiers. Quand vous écoutez même l'argumentaire de ces personnes qui s'adonnent à la cybercriminalité, ils vont vous dire, en griffes, c'est l'argent du blanc, et que pendant longtemps, on a été colonisé, esclavagisé par le blanc, et que c'est tout à fait légitime de s'adonner à cette pratique-là.
Et c'est ça. D'ailleurs, quotidien, les Blancs continuent de prendre griffe, les Occidentaux, je dirais, continuent de siphonner les ressources de l'Afrique. Voilà, donc vous voyez, donc il y a... C'est un discours anarcho-gauchiste, presque. Bon, je ne sais pas, mais il faut voir, c'est-à-dire qu'il y a des ressorts très profonds qui justifient et qui légitiment même cette pratique-là au sein des populations. Et ça demande une réelle réflexion, une vraie rééducation du public par rapport à ces choses-là. Si le gouvernement veut vraiment lutter contre le phénomène, il ne suffit pas seulement d'aller arrêter les gens, parce que tant que cette réflexion-là va continuer à émerger, et la cybercriminalité aura encore de beaux jours devant elle. Alors, Servan, hier, je parlais du sujet avec un collègue à la rédaction qui a quand même mené une réflexion. Il dit l'État, ou du moins l'Office central de répression de la cybercriminalité, arrête donc ces cybercriminels. Derrière, il se tape peut-être 2-3 ans d'emprisonnement assorti d'une amende de peut-être 2, 3, 4, 5 millions de francs CFA. La famille se serre les coudes pour payer cette amende qui constitue des dettes au créé, et on se dit, dès qu'il sortira, il trouvera le moyen de venir régler cette dette. Et pendant ce temps, l'État ne propose aucune alternative à ces jeunes-là qui sont emprisonnés, qui, la plupart du temps, ou certaines d'entre eux ont des niveaux assez élevés, qui a la licence, qui a le master, mais l'État ne propose derrière rien comme reconversion en prison. On ne leur propose pas grand-chose. Et donc, ils ressortent presque avec zéro alternative, et lorsqu'ils se remettent en selle, lorsqu'ils se remettent dans la vie de tous les jours, ils se disent, bon, écoute, voilà, je me suis fait prendre une fois, je vais mettre évidemment des garde-fous pour ne plus me faire prendre cette fois-ci, et on se remet encore dans la danse, quitte à, voilà, non seulement à devoir payer la dette qu'on a générée comme frais de caution ou frais d'amende imposés par la justice, et puis voilà, on a derrière peut-être une famille à nourrir, on a peut-être des frais à scolariser, et on remet la machine en place. Est-ce que finalement, ce n'est pas la faute à l'État qui ne met pas en place un système de reconversion de ces personnes-là qui sont aujourd'hui prises sous le coup de la loi? Bon, dire que c'est la faute à l'État, c'est vraiment un peu dur, parce que à la fin de l'histoire, de la même façon qu'il y a des gens qui se recourent à la cybercriminalité face aux problèmes d'emploi, il y a des gens qui ne vont pas dans ces extrêmes-là. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on ne parle pas de gens qui essaient de gagner juste ce qu'il faut pour nourrir leur famille. On parle de sommes énormes, on parle de grosses sommes. Et là, je pense que dire que c'est la faute de l'État, c'est un peu dur. Effectivement. Alors, est-ce que l'État n'a pas sa responsabilité, disons, de cette façon? Voilà, disons que le manque de système de réinsertion sociale dans nos prisons en général, pas seulement pour les cybercriminels, est un véritable problème. Maintenant, du côté de la cybercriminalité, quand on me parle d'emploi, j'ai envie de dire, mais c'est un peu un faux problème, parce que justement, les cybercriminels sont en train de tuer une des solutions principales qu'on peut avoir pour régler les problèmes d'emploi au Bénin. Beaucoup de jeunes béninois travaillent légalement sur Internet. Ils sont soit rédacteurs web, assistants dans des services clients pour des sociétés qui sont basées à l'étranger et travaillent sur Internet. Mais à cause de la cybercriminalité, les banques et de nombreuses institutions ne reconnaissent pas leur façon de gagner leur pain tous les jours. Il y a énormément de jeunes béninois qui sont par exemple rédacteurs web, mais justement à cause des Gaïmon, les banques leur posent beaucoup de problèmes pour retirer l'argent, le fruit de leur travail au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a la cybercriminalité, et dès que tu gagnes ton argent sur Internet, il y a des problèmes. Donc, imputer la faute de ce phénomène seulement à l'État, à l'emploi, je pense que c'est aller très vite en besogne. Voilà, il faut que les gens se rendent compte qu'on est en face d'une situation criminelle. D'accord. On a été rejoint par Noah Agbafa Padounou. Il est ingénieur, docteur en système d'information. Bonjour et bienvenue. Bonjour, man. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir renouvelé. Alors, ce sujet qui nous intéresse ce matin, la cybercriminalité, comme l'indique le titre du débat, sale temps donc pour les gamins qui sont traqués par l'Office central de répression de la cybercriminalité, le CRC. Aujourd'hui, voilà, on va épargner tout
toute la littérature qu'il y a autour de la cybercriminalité. Tout le monde sait que c'est illégal, c'est criminel, tout le monde sait. Alors, quelle solution aujourd'hui efficace proposer face à la cybercriminalité pour réduire le phénomène? C'est là le nœud de la réflexion, M. Agbaton. Tout à fait. Vous savez, la solution, quand on parle de cybercriminalité, vous l'avez déjà qualifié tout à l'heure, vous l'avez qualifié de criminel, vous l'avez qualifié de répréhensible. Et quand dans la société, vous observez qu'un individu de cette société pose un acte répréhensible, qu'on peut qualifier, qu'on peut utiliser les mots que tout à l'heure vous avez cités pour qualifier cet acte, il doit alors y avoir responsabilité à situer. La responsabilité première incombe à qui? Incombe plutôt à la famille et non à l'État. D'abord à la famille, puis c'est la famille qui éduque. C'est la famille qui éduque. Combien de cybercriminels nous n'avons pas vu qui sont soutenus par leurs frères? Combien de cybercriminels nous avons vus qui sont soutenus, protégés par leurs cousins, par leur père, par leur mère? Vous vous rendez compte? Par leur épouse. Donc, vous comprenez que c'est d'abord l'environnement immédiat. Je veux parler de la société immédiate. Je veux parler de la famille qu'il faut d'abord incriminer. Observez, nous voyons plein de jeunes à Cotonou qui sont capables, avec le master de conduite ZEM. Donc, le chômage ne justifie pas la cybercriminalité. Nous voyons beaucoup de jeunes qui sont capables d'aller travailler, d'aller gagner de l'argent en deçà de leur diplôme. Donc, ils sont sous-employés, mais qui acceptent, qui trinquent tous les jours que Dieu fait pour nourrir une famille. C'est lorsque nous allons quitter cette responsabilité que nous pourrions voir la responsabilité au niveau macro. Alors, l'État. Nous pouvons appeler l'État et nous dire la solution. Vous comprenez que la solution viendra autant des parents que de l'État. Alors, est-ce que l'État aujourd'hui, au-delà de la famille, au-delà de la prison, est-ce que l'État a d'autres moyens pour réprimer la cybercriminalité? Je reviens tout à l'heure sur les mots que vous avez utilisés. Vous voyez combien de fois les mots sont forts. Vous avez parlé de criminalité. Donc, le premier moyen, c'est de sévir. C'est la prison. Face à ce qui est pénal, c'est nécessairement d'abord la prison. Autour de la prison, quand on parle d'emprisonner, donc c'est en réalité retirer la liberté à la personne, retirer les possibilités de redondance de l'action criminelle à la personne. Mais lorsqu'on le fait, il faut pouvoir se dire, celui qui quitte maintenant la prison doit nécessairement être formaté autrement. C'est là maintenant que nous nous posons la question. L'État, notre gouvernement, notre État, a-t-il un programme de reconversion de ces jeunes qui sont embastillés? De reconversion. Comment faisons-nous pour que ces jeunes que nous prenons, qui ont commis des actes répréhensibles, quel programme nous avons au niveau du pénitencier pour que ces jeunes-là sortent avec un autre mind et puissent être utiles à la société plutôt que d'être nocifs, comme le disait tout à l'heure mon vis-à-vis. Voilà, mais je me pose la question, et pour peur que je suis informé, je ne sais pas si l'État a véritablement un programme de reconversion de ces jeunes. Je ne le sais pas. Si l'État a véritablement un programme de reconversion. Je sais qu'à l'intérieur, il y a la possibilité d'apprentissage de petits métiers. Il y a la possibilité de laisser ceux qui peuvent agir sur la conscience. Je vais parler du religieux, je vais parler de la spiritualité, ils viennent. Tout ceci participe en réalité d'un programme qu'on peut concocter. Vous voyez, tout ça. Mais est-ce qu'au finish, le jeune qui sort de la prison, est-ce qu'il a vraiment appris? Parce que, vous voyez, quand vous prenez un cybercriminel, il est baissé dans l'argent, parce qu'il a beaucoup d'argent, de l'argent facile. Est-ce que celui-là, lorsqu'il va à la prison, est-ce qu'il acceptera d'apprendre, par exemple, la vannerie? Est-ce qu'il va accepter d'apprendre, par exemple, la mécanique ou tous les programmes de formation qui sont peut-être pas adaptés à sa situation, à son profil à lui? Donc, il faut pouvoir identifier des formations, des modules de formation qui peuvent permettre de changer, non seulement de changer le jeune, mais qui s'adapte à son profil. Donc, il peut déjà utiliser tout ce qu'il a appris lui-même, de manière empirique, principalement. Ce qu'il sait faire le mieux pour lequel il est venu là, c'est qu'il sait alors chatter sur Internet. Il peut manipuler quelqu'un
Mais que faisons-nous pour utiliser cela pour le e-commerce au Bénin? C'est l'autre question. Parce que c'est des jeunes qui sont capables de te vendre un objet qui n'existe pas. Et si on trouvait un programme où on peut les reconvertir pour vendre des programmes qui sont réels? Nos jeunes aujourd'hui qui sont entrepreneurs ont souvent des problèmes d'écoulement de leurs produits, de communication, de marketing autour de leurs produits. Mais ces jeunes qu'on est en train d'embastiller ont la capacité de te vendre du vent. Ils ont des outils numériques, ils ont le bagot nécessaire, ils ont tout le tempérament nécessaire pour te prendre au téléphone et te vendre un article, même un article qui n'existe pas. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un programme pour utiliser ces atouts qu'ils ont afin de les reconvertir progressivement vers ce qui est plus sain? C'est là toute la question. Alors, Maurice Santon, on dit généralement pour combattre un mal, il faut le combattre par le mal lui-même. On a vu, par exemple, pour faire une petite transposition, pour pouvoir vaincre le coronavirus, il a fallu étudier le virus, le comportement du virus, et c'est le même virus qu'on a pris pour fabriquer son vaccin. Si on essaie de faire une petite transposition du côté de la cybercriminalité, on a vu aux États-Unis le cas de Hush Puppy, par exemple, qui a été arrêté, l'un des plus célèbres cybercriminels d'un autre niveau, j'allais dire. On essaie aujourd'hui avec les services compétents déjà d'étudier le modus operandi. Grâce à lui, on a de plus en plus de renseignements sur le mode de fonctionnement. Est-ce que finalement, ce ne serait pas une solution, étudier déjà le mode de fonctionnement de ces personnes-là, les outils donc de nuisance qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir s'en servir et les désarmer? Oui, bien naturellement, je pense que ça fait partie des pratiques des officiers de police. Quand un délinquant accepte de coopérer, évidemment, il va parler de la façon dont le réseeu fonctionne, la filière fonctionne, pour pouvoir permettre aux policiers de vite appréhender ceux qui sont encore dehors et justement en négociation peut-être d'une remise de peine ou bien de traitement, disons, de faveur entre griffes. Mais je voudrais aussi dire que je suis légèrement en désaccord avec ce que disaient Noah et Servan, parce que effectivement, il y a la question de la réinsertion socio-professionnelle. Mais on en parle à partir du moment où la personne est envoyée en prison. Mais avant qu'elle n'aille en prison, il y a la responsabilité de l'État aussi. Quand vous ouvrez la Constitution du Bénin, l'État a le droit, l'obligation de donner, de fournir un certain nombre de services aux citoyens, y compris l'emploi. C'est écrit dans notre Constitution. On a le droit à un environnement sain, à la santé et à l'éducation, et c'est le rôle de l'État aussi de donner de l'emploi. Donc, il y a aussi une responsabilité à ce niveau. Et c'est pour ça que je dis que c'est un phénomène qu'il faut analyser globalement. À partir du moment où vous avez des parents qui soutiennent leurs enfants, qui accompagnent leurs enfants dans cette démarche-là, ils n'entendent pas ce que vous dites là. Et eux aussi, ils font partie du Bénin, ils font partie de notre société. On est avec eux, on vit avec eux. Vous avez des parents qui couvrent leurs enfants, qui les accompagnent. Parce que les enfants, ils ramènent de l'argent. On ne veut pas savoir comment. Ils ont des voitures, ils construisent des maisons pour leurs parents. Et ça, c'est une réalité. Et on ne peut pas juste parler, dire on envoie les gens en prison. Quand ils vont en prison, c'est des familles aussi qui se retrouvent en difficulté. Et comme vous l'avez dit, qui vont se serrer les coudes pour payer l'amende, les cautions, etc., etc. Donc c'est un phénomène qu'il faut pouvoir analyser globalement. Quand vous avez parlé d'un diplômé, de master, qui se contente de faire le taxi moto, il faut aussi accepter qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas vivre ce destin-là. Certaines personnes peuvent ne pas accepter parce que, évidemment, vous êtes d'accord avec moi que si vous avez un master, si l'État vous a laissé faire une formation, aller jusqu'au niveau master, vous sortez et que vous n'avez pas d'autres alternatives que d'aller faire taxi moto pour avoir combien, je ne sais pas, par jour, il y a un problème. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et à ce niveau, moi j'ai vu des gens que j'ai côtoyés qui ont fait des diplômes universitaires et qui à un moment donné ont basculé de l'autre côté de la fosse, si je peux m'exprimer ainsi. Même si quand je leur parle, vous ne pouvez pas parce que la personne se lève du matin au soir, elle n'a pas d'autres alternatives, donc elle se lance
Juste comme ça, comme on jette une bouteille à la mer. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi la réalité de notre quotidien. Et quand vous êtes dans une société, que vous êtes là, vous avez un jeune de 18 ans qui n'a même pas le bac, qui, en 2 temps mouvement, il passe toute sa semaine dans un cybercafé ou bien sur son ordinateur à la maison. Et puis du jour au lendemain, il commence à porter des habits de marque, il commence à construire une maison et tout. Les gens qui sont derrière, ou bien qui sont autour de lui, commencent à dire, ah, si c'est comme ça, moi aussi je vais essayer. À ce moment-là, l'État est où? Les autorités sont où? Donc on a aussi laissé le phénomène s'étendre. Donc il faut pas... Aujourd'hui, on est à un point, presque un point de non-retour. Non, il n'y a pas de point de non-retour à partir du moment où il y a un État dans notre pays. Non, on ne peut pas laisser... Quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui l'État pour contrôler le phénomène en amont? En amont, je pense que c'est parce que déjà... même dans les pays développés, dans les grandes puissances, c'est une réelle problématique. Oui, c'est pas tout. C'est ça que je dis. Surtout quand on est dans le monde cyber. Internet. Oui, Internet et tout ce qui va. Oui, c'est ce que les gens pensent, mais on peut beaucoup de choses. Parfois, les délinquants, ils ont un coup d'avance, mais les autorités ont toujours les moyens de les attraper. La preuve, c'est que à partir du moment où les autorités, la police, les autorités judiciaires ont décidé de faire une lutte contre les cybercriminels, on a commencé à les ramasser en masse. Donc, on sait qu'ils sont là, on sait comment ils opèrent, on voit leur mode opératoire. Moi, je dis, les jeunes qui sont là, ceux qui ne sont pas encore dedans, qui sont en quête d'emploi, qui sont en quête d'un certain nombre de choses, il faut leur proposer des alternatives sérieuses. D'accord. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, il faut leur proposer une forme de réinsertion. D'accord. Voilà. Alors, Servan, on voit que si l'État développe des voies et moyens pour contrôler le phénomène, les cybercriminels, eux aussi, redoublent d'imagination pour contourner on va dire, les dispositifs mis en place par l'État. On a vu, par exemple, quand il y a eu cette affaire de taxation du forfait Internet, rapidement, les gens ont mis en place les VPN pour faire comme si, voilà, vous êtes au Bénin, mais virtuellement, vous êtes en France ou en Grande-Bretagne. Donc, quand Internet devient presque un no man's land où vous êtes partout et nulle part, comment on peut vous contrôler? Comment on peut vous arrêter? Comment on peut mettre fin au phénomène? Bon, c'est difficile de réguler Internet, de réguler généralement des choses qui se passent sur Internet. Mais sur le territoire d'un État, c'est un peu plus simple parce que les moyens d'accéder à Internet sont connus. Il y a les FAI, les réseaux de téléphonie mobile pour la plupart. Donc c'est à partir de là que la régulation commence. Ce avec quoi moi je ne suis pas d'accord, par exemple, dans l'argumentaire de Maurice, c'est si on prend le parti, si on prend si on veut dire que le manque d'emploi peut justifier cette pratique, on va tout justifier sur cette planète. On va tout justifier. On va justifier la vente de drogue, on va justifier les filières de braquage et tout. Si on choisit de justifier la cybercriminalité en évoquant la responsabilité de l'État qui est réelle de garantir l'emploi. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas atteint le niveau scolaire nécessaire de leur propre fait pour ne pas avoir un emploi? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui jugent les emplois classiques peu rémunérants selon leurs ambitions de vie? Et quand j'entends les gens utiliser l'argument panafricaniste selon lequel il n'y a que les Blancs qu'on attaque, ils nous ont volé, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens, je suis sûr que tout le monde à cette table, les cybercriminels ont déjà essayé de vous escroquer. Tout le monde à cette table. Donc, je pense effectivement que la prison n'est pas le seul problème. Selon moi, on n'est pas à un point de non-retour. Au contraire, je pense qu'il y a quelques années, le phénomène était même plus développé et que grâce à l'intervention de l'État, il est en train d'être réduit. Je pense qu'on arrive à un point où ce n'est plus vraiment la prison. La prison fait peur. Les cybercriminels vont dans d'autres pays pour pratiquer leur métier, en griffe.
Et là, ce n'est plus de la responsabilité de l'État, mais je pense que c'est surtout au niveau social qu'il faut agir maintenant et sensibiliser. Comme vous l'avez dit, on utilise le virus pour proposer des vaccins. Je pense que ce serait intéressant pour les gens qui ont des problèmes d'emploi de découvrir qu'on peut gagner de l'argent légalement sur Internet. Très bien. Par exemple. Alors, Noah Agbafa Kwadonou, est-ce que voir la solution, comme vous le dites, sur le plan éthique, sur le plan moral, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur finalement? Parce que il faut le pied l'éthique, il faut le pied la morale. Là où ils en sont aujourd'hui, ce n'est pas un prêtre ou un pasteur qui viendra leur dire « Ah, ce que tu fais, c'est contre la parole de Dieu, c'est contre la morale, c'est contre l'éthique. » Ils s'en foutent de l'éthique. Ils n'ont rien à faire de l'éthique. Et donc, clairement, est-ce que ce n'est pas une solution presque pour se faire bonne conscience? C'est une vue de l'esprit. Vous voyez, tout à l'heure, Maurice disait qu'il est loisible pour un jeune qui a un master de ne pas accepter un travail en deçà de son niveau ou un travail hors totalement de son domaine. C'est vrai. Mais vous êtes d'accord avec moi que le jeune, si vous posez la question si c'était une guerre perdue, non. Parce que du black hat ou white hat, c'est du cybercriminel qui l'utilise pour faire du mal, à l'utiliser, l'amener à utiliser les mêmes outils pour faire du bien, ce n'est qu'un pas. Mais c'est ce pas que nous devons franchir. Je suis convaincu que c'est ce pas qu'il faut plutôt essayer de franchir. Vous voyez un jeune qui se lève. Nous avons perdu aujourd'hui la valeur familiale. La valeur familiale, nous l'avons perdue. En fait, écoutez les réseaux sociaux, lisez les réseaux sociaux, écoutez les réseaux sociaux, vous allez voir qu'on fait beaucoup plus la promotion de l'individu. On dit, lorsque c'est pourri, sauve ta tête. On dit, tu es né seul et tu te bats seul. On ne fait plus la promotion de la famille, on ne fait plus la promotion de la société. Et dans ces conditions, vous êtes d'accord avec moi que chacun va courir alors pour lui-même, d'où alors l'absence de l'éthique. Parce que l'éthique, la morale, va demander à ce qu'on considère son vis-à-vis avant de poser un acte. Mais puisque nous avons perdu la valeur, nous avons perdu la possibilité de vivre en société où chacun court, c'est normal alors qu'on voit des phénomènes comme la cybercriminalité surgir et se perpétuer. Et l'envoyé, Maurice disait tout à l'heure que l'État a la responsabilité d'assurer l'emploi. C'est une évidence. Mais dans quel pays il n'y a pas de chômage? Ça n'existe pas. Nous avons des pays où le RMI, je dirais, le jeune qui ne travaille pas a 2 000 €. Donc près d'1 500 000, 1 300 000. Il ne travaille pas, l'État lui donne même près de 2 000 €. Mais pourtant, il y a la cybercriminalité. Pourtant, il y a la cybercriminalité. Vous comprenez que c'est en réalité la vision que nous avons de la richesse, la vision que nous avons à nous contenter moins du peu, qui fait en réalité que cette cybercriminalité perdure. C'est pour cela que la meilleure optique pour régler le problème, c'est d'abord la promotion de l'éthique et de la morale. C'est d'abord ça. C'est vrai qu'il a faim. Mais vous savez, on peut avoir faim et comprendre qu'on ne peut pas faire mal à l'autre. Parce que quand nous allons justifier la cybercriminalité juste par la faim, la cybercriminalité juste par le chômage, comme le disait tout à l'heure Servant, vous allez voir, celui qui vend la drogue dira aussi, écoutez, moi-même j'ai faim. C'est la voie que je trouve pour m'épanouir. Et observez correctement qu'au Bénin, on justifie tout par le chômage. On justifie tout par la faim. Vous allez voir la bonne dame qui prend son étalage, qui vient mettre cela sur la voie, il dira, on justifie tout par cela. Vous allez voir quelqu'un qui conduit mal, on dit, mais il dit non, il est pressé parce qu'il doit. Vous voyez, on justifie tout par la faim, on justifie tout par le chômage. Non, le chômage et la faim ne peuvent pas être la raison pour être à l'antipode de ce qui est bon, pour être à l'antipode de ce qui est meilleur. Non. Donc, ça doit d'abord passer par la promotion de l'éthique et de la morale. Et maintenant, d'autres programmes
qui permettent, par exemple, aux jeunes, vous voyez, mais l'État fait énormément d'efforts dans la promotion de l'entrepreneuriat. L'État le fait. Mais les jeunes trouvent que le chemin de l'entrepreneuriat est trop long et trop difficile. Alors, on veut justifier maintenant la cybercriminalité par cela. Il y a énormément de formations. Je vois CCIB qui organise des formations même à coût 0 francs et demande aux jeunes de s'inscrire. Mais combien de jeunes y vont? C'est là la question. Donc la promotion de l'emploi, ce n'est pas toujours l'emploi salarié, l'emploi, ce n'est pas toujours le fonctionnariat. Lorsque l'État s'échine à tous les secteurs, quel que soit le ministère aujourd'hui, on s'échine à faire la promotion de l'entrepreneuriat dans l'un ou l'autre des domaines. Mais les jeunes trouvent que le chemin là est trop long et trouvent que c'est le gain facile qui est le meilleur. Ils trouvent des raccourcis pour gagner. C'est vrai. Et Maurice me dira c'est leur droit. Oui, c'est leur droit. C'est pas leur droit. Ah, je d'accord. vais préciser. Okay. J'ai jamais justifié. Je donne des explications. Des tentatives pour comprendre le phénomène. Ce que je disais depuis le début. Il y a un phénomène. Il faut tenter de le comprendre. D'avoir une approche holistique. Holistique Oui, de la chose. C'est ça que je dis. On est d'accord. Et je n'ai jamais dit qu'il faut justifier cela. J'ai dit l'État ne peut jamais laisser ce phénomène-là se développer. Mais dans son approche de solution, il faut prendre en compte tous les aspects. Nous sommes totalement d'accord. Du début jusqu'à la fin. C'est ça que je dis. Alors, parce que quand vous interrogez les jeunes ou bien les personnes qui s'adonnent à cette pratique-là, il y a ce qu'ils disent. Il y a ce qui remonte et dont il faut tenir compte. C'est de ça que je dis. Il ne faut pas rester sourd à ce qu'elles disent ces personnes. Il faut essayer de comprendre la logique qu'il y a derrière pour pouvoir évidemment apporter des solutions. Parce qu'après, c'est facile aussi de dire ceci, cela, voilà. On voit, moi je le dis toujours, les gens veulent les raccourcis, mais il n'y a pas de raccourcis vers le bonheur, vers l'épanouissement, vers la richesse. Sauf qu'il y a un temps d'inconfort, il y a des difficultés qu'il faut traverser que les jeunes ne sont pas prêts aujourd'hui à faire. Et ça, il faut le dire, il faut le leur dire, il faut le leur inculquer en prison ou dans les écoles, dans les centres de formation déjà. Sinon, si on ne le fait pas... D'où un programme si on le fait prend en compte le jeune depuis qu'il est sur les bancs. C'est ça. Depuis qu'il est sur les bancs, parce que vous voyez aujourd'hui, il y a par exemple le ministère des Affaires sociales qui veut faire la promotion des classes socio-éducatives. Ouais. Vous allez voir, et là, à travers ces classes socio-éducatives, on peut formater déjà le jeune et lui montrer que la cybercriminalité, c'est des thématiques qui peuvent être abordées, lui montrer que la cyber, le gain facile est mauvais. À travers ces classes socio-éducatives, donc vous voyez, autant nous avons des classes sportives aujourd'hui, des classes culturelles, les classes socio-éducatives aussi, le gouvernement veut faire la promotion des classes socio-éducatives pour formater le jeune et lui montrer que dans la vie, ce n'est pas que toi qui compte, il y a tout ton environnement aussi qui compte et dont tu dois tenir compte. On va prendre une fois encore le pouls de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Maurice Tantan, à vous. Oui, encore 3 commentaires rapidement. Nous nous écrit sur Facebook. Les arrestations ne constituent pas la solution selon lui. Il vaut mieux consulter des sociologues pour analyser les causes de ce phénomène. Aussi, faut-il signaler que nous sommes dans un pays où l'État ne pense même pas à la jeunesse. On nous dit d'entreprendre, mais cela nécessite des moyens que l'État ne met pas à notre disposition. La cybercriminalité ne s'arrêtera pas dans un tel contexte, écrit cet internaute. Roland Bocor nous dit que ce mal trouve son origine dans la paupérisation et la course à l'argent facile. Pour y remédier, il faut créer des emplois tout en offrant des opportunités de reconversion aux acteurs. Cette intelligence au service du mal peut aussi servir à développer notre pays, car il faut être talentueux. Pour le faire aussi, devrons-nous suffisamment informer la population et donner des moyens suffisants aux agents pour les démanteler, car ils agissent souvent en bande bien organisée. Vincent Hunsouli nous dit qu'il faut donner un pouvoir à l'éducation depuis le bas âge. Peu de parents consacrent encore du temps à éduquer leurs enfants. Ils pensent laisser cela à la charge de l'enseignant, mais ce dernier est de plus en plus inefficace pour diverses raisons. Je le dis parce qu'un enfant bien éduqué et qui met en pratique son éducation ne fera jamais ce job, même s'il est au chômage. À noter que l'éducation aussi passera par une orientation pointue et une formation de qualité. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. On va laisser Servant dire un dernier mot parce qu'il a été le plus lésé sur le plateau en termes de temps de parole. Servant. Alors, pour terminer, je vais finir en disant qu'il faut
Effectivement, l'État a sa responsabilité. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'autres moyens et beaucoup d'autres acteurs. Je suis d'accord qu'il y a un problème au niveau de l'emploi. Je suis d'accord que la route vers l'entrepreneuriat est difficile, mais ce n'est pas que la responsabilité de l'État. Il y a les formations qui sont accessibles dans le pays, du côté public comme privé. Il y a les institutions bancaires, parce que je le dis souvent quand on évoque le problème, mais le Bénin est l'un des pays où il est le plus difficile, à ma connaissance, de démarrer une activité, mais à cause du manque de fonds. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est difficile pour un jeune qui n'arrive pas à suivre le circuit classique du fonctionnariat de s'en sortir. Mais ça ne justifie jamais, la cybercriminalité. Et comme vous l'avez dit, la cybercriminalité ne pose pas de problème uniquement. Déjà, la personne qu'on arnaque et qu'on pense qu'elle est riche, j'ai vu beaucoup de documentaires. Il faut voir ceux qui subissent ces actes-là. Ce ne sont jamais les fameux blancs fortunés dont on nous parle. Ce sont des personnes qui aussi, et qui cotisaient pour leur retraite, qui ont pensé aider quelqu'un ici et recevoir leur fonds plus tard, ou acheter une maison en Afrique ou quelque chose de ce genre, et qui se font arnaquer. Ce ne sont pas les fameux esclavagistes dont on nous parle. Ça ne veut rien dire. Et des fois même... juste pour se faire bonne conscience. Voilà, des fois, la plupart du temps, ce sont même des frères africains que les gens arnaquent. Je le dis, mais ce n'est pas drôle. Le nombre de fois où je reçois même des liens de scam, même sur LinkedIn, vous vous rendez compte, sur LinkedIn, une plateforme professionnelle. Oui. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a un vrai problème de société à ce niveau. Je ne veux jeter la pierre à personne. Je ne me suis pas retrouvé dans les situations qui ont conduit les gens à la cybercriminalité. Mais je pense qu'ensemble, il faut trouver une solution. La prison n'est pas la seule solution, mais elle a aidé à décourager de plus en plus le phénomène. Rien ne peut justifier la criminalité, quelle qu'elle soit cybercriminalité, que ce soit la cybercriminalité ou toute autre criminalité, rien ne peut la justifier. Évidemment, il faut que nous puissions interroger les bonnes mœurs pour évidemment sortir de cette spirale assez négative. Merci Noah d'être passé. Je sais que vous avez un agenda très chargé, mais vous avez pu trouver le temps quand même pour venir éduquer ces personnes-là qui nous suivent, en tout cas apporter votre part de la réflexion pour contribuer à sensibiliser ces personnes-là qui sont au niveau de l'estuaire, donc entre le chômage et la cybercriminalité, et qui se demandent s'il faut s'y lancer. En tout cas, si vous n'y êtes pas encore, ne commencez même pas. Et si vous y êtes déjà, rebroussez chemin. On sait que c'est difficile. C'est encore possible. C'est encore possible. Merci Maurice Tantan. Merci Yaman. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Encore deux rendez-vous pour boucler la matinale. Les sports de Hugues Issoussouno, on parle d'art martial, on parle de MMA. Vous étiez au BFC 8. De toute façon, si vous n'étiez pas, qui va commenter le BFC? Vous y étiez, on va voir les échos visuels avec Blaise Adanko à travers son reportage qui nous sera présenté par Hugues Issoussouno. À tout de suite.